Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Où en sommes-nous dans les défis collectifs du transport et de la mobilité des personnes dans Portneuf? Pour nous dresser un portrait et des réflexions en cours, on reçoit la directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf, Maryse Perron. Éviter le gaspillage alimentaire chez soi devient un bon défi individuel et collectif. Comment va la démarche dans Portneuf? On reçoit la chargée de projet en sécurité alimentaire, Sylvie Germain. Leucan lance sa 11e campagne de financement du défi Tête rasée dans Portneuf sous la présidence de Steve Chamberlain et Myriane Moras. Et nous avons des images du glissement de terrain survenu à Saint-Alban jeudi dernier. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons. Et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, Québec rapporte 38 nouveaux décès liés à la COVID-19 ainsi qu'une hausse des hospitalisations. On dénombre actuellement 2405 hospitalisations au Québec, une augmentation de 24 par rapport à hier. 88 personnes sont aux soins intensifs, 13 de moins que la veille. On compte en hausse 2701 cas positifs et actifs dans la capitale nationale, dont 118 dans Portneuf. C'est 8 de plus qu'hier et 179 dans Charlevoix. Les Québécois ne pourront pas retirer leurs masques dans les lieux publics pour un bon moment encore. Le ministère de la Santé a annoncé que le port du masque dans les lieux publics et les transports en commun sera maintenu jusqu'à la mi-mai. La décision a été prise à la suite d'une recommandation de la santé publique en tenant compte de la situation épidémiologique qui prévaut toujours et les incertitudes quant à son évolution. Le directeur de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a cependant indiqué que la transmission de la COVID-19 pourrait avoir commencé à ralentir et aurait peut-être même atteint un plateau. Il a toutefois précisé que la situation n'était pas claire dans tous les groupes d'âge. À Saint-Alban, un glissement de terrain jeudi dernier empêche toujours la traversée du pont qui enjambe la rivière Noire sur la route Saint-Philippe. Selon le directeur général de la municipalité, Vincent Lévesque d'Hostie, le glissement de terrain ne devrait pas toucher le pont, mais pourrait toucher une partie de la route Saint-Philippe. Des tests sont pratiqués régulièrement pour bien évaluer la situation. Le glissement est survenu en fin d'après-midi jeudi sur la rive nord de la rivière. Les autorités ont rapidement bloqué la circulation et un détour est prévu. Le pont et la route seront fermés pour encore quelques semaines, le temps que les tests des experts confirment une bonne stabilité du terrain. Les travaux seront réalisés à mesure des évaluations. La route Saint-Philippe appartient à la municipalité de Saint-Alban et le pont est la propriété du ministère des Transports du Québec. Soulignons que la municipalité de Saint-Alban et le ministère des Transports du Québec vont investir près de 3 millions de dollars d'ici la fin de 2002 et peut-être début 2023 pour refaire la route en améliorant l'écoulement de l'eau, la distribution de l'eau pour certains résidents et la ville prévoit aussi aménager des trottoirs.
Les Raymondois sont encore quittes pour un débordement de la rivière Sainte-Anne par les glaces ce printemps. Les glaces sont complètement dégagées du centre-ville. On retrouve quelques amas de glace plus au nord de la rivière, mais les risques de débordement sont écartés encore cette année. Il faut dire que les différentes manœuvres de prévention réalisées par la Ville et les chercheurs de l'Université Laval depuis 2014 portent fruit. Les dirigeants de la Corporation de transport régional de Portneuf ont tenu la Rassemblée générale annuelle ce jeudi après-midi, 21 avril, à la préfecture de la MRC de Portneuf, située à Cap-Santé. La CTRP offre des services de transport adaptés et collectifs à travers les navettes quotidiennes, les navettes hors pour les aînés, le covoiturage, ainsi que les transports adaptés pour les personnes handicapées, entre autres services. La MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional travaillent à l'élaboration d'un plan de mobilité durable intégré pour le territoire de la MRC de Portneuf. Pour nous dresser un portrait et des réflexions en cours, on reçoit la directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf, Maryse Perron. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci d'être en studio ce soir avec nous. Merci de m'avoir invité. Comment a été l'Assemblée générale cet après-midi? Oui, une bonne assemblée? Oui. Constructive? Très bien. Constructive. Il y a plusieurs élus qui se sont déplacés pour venir nous voir. Les gens sont intéressés. Les gens étaient aussi inquiets. Ils sont maintenant rassurés. Ouais. Ça a été une année difficile. 2021. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis le début de la pandémie. Mais particulièrement 2021, où on a eu le plus bas taux d'achalandage dans toutes les années confondues là, depuis 2009. OK, quand même. Donc, ça a été une difficile année, mais on est conscient là, que c'est le point tournant pour le transport. La mobilité va changer. Ben oui. Les gens font du télétravail. Ouais. Les étudiants étudient à distance. Tout le portrait transport, portrait déplacement va subir même en 2022. Là, ça va être la plaque tournante. Et là, on a eu un genou à terre plusieurs fois depuis 2 ans. Mais là, on va s'en servir pour rebondir. Donc, on va refaire un portrait de la région, des gens des transports, comment les gens se déplacent. Puis on va, avec le plan de mobilité intégré durable qu'on va se faire avec la MRC de Portneuf, on croit qu'on va construire une mobilité du futur là, régionale. D'ailleurs, on commence les consultations citoyennes en vue de l'élaboration de ce plan-là vont commencer dans les quelques semaines. OK, donc c'est prévu pour l'été? Ça va être sur quelques mois. Avant l'été, avant la fin là, de juin, les consultations citoyennes et les organismes vont être consultés pour savoir c'est quoi pour eux la mobilité du futur, c'est quoi leurs besoins, comment et leur vision de la chose pour les 5-10 prochaines années. Et à la suite de ça, nous, on va rebondir là-dessus. C'est clair. On a eu un recul, oui, mais on avait déjà le vent dans les voiles. Fait qu'on sait que la porte est ouverte. On prend un grand respire, puis on se relance. Oui. La perte d'achalandage, en fait, en 2021, est-ce que ça a causé des problèmes ou financièrement, j'imagine? Oui. Les programmes d'aide au transport collectif et adapté sont financés au nombre de déplacements qui sont effectués. Avec les véhicules étant vides, on ne fait pas de déplacement, les subventions fondent comme neige au soleil. On a les revenus usagers aussi. Les gens payent pour prendre le transport. C'est pas gratuit. Mais ça aussi, nos revenus, on sont partis de 135 000 en transport collectif. On a pris en 2019 135 000 $. On est descendu à 18 000 $. Ça, c'est les revenus usagers. Les subventions, c'est la même chose. 250 000, on est baissé à 125 000 $. Et on a fait beaucoup avec beaucoup moins. Donc, on finit les années financières avec des déficits. OK, avec des déficits. Qu'est-ce qu'on fait avec ces déficits-là? On avait un beau coussin. OK. On avait toujours un coussin de sécurité, donc on s'en est servi. On a diminué nos services, mais il y avait une loi qui nous obligeait à les maintenir. C'est ça. Fait qu'on les maintenait, mais on les a maintenus dans la capacité de la CTRP à les maintenir. Mais on a répondu aux besoins, on était là. On a pris notre respire, on s'est adapté plusieurs fois à la situation. Les services aux aînés ont particulièrement mangé. Oui, parce que. Les navettes hors? Oui, eux autres, ils ont eu vraiment des coupures. C'est eux autres qui ont eu les plus grandes coupures, les navettes hors, parce que la destination, c'était le centre-ville dans le Vieux-Québec, où tout était fermé. Ah oui, c'est sûr. Et les centres d'achat, où on n'avait pas le droit à aérer. Donc, il fallait in and out. Il fallait rentrer et ressortir. On ne peut pas amener des gens en autobus puis attendre 10 minutes qu'ils ressortent. C'est sûr. Fait que ça ne fonctionnait pas. Et en plus, c'était les gens les plus touchés.
Ouais. C'est les gens les plus sensibles. C'est le service qui a eu, mais là, on l'a relancé. Et ça va bien, là. On va rassurer les gens. C'est le masque à bord. On se désinfecte les mains en rentrant. Le chauffeur porte un masque. Et là, on va reprendre le service. Et je vous dis, là, dans 2-3 ans, on va avoir un autre... Ça ne sera pas la même réalité. C'est sûr. Au niveau des personnes handicapées, tout le déplacement, est-ce que ça a été touché? Ou... Ça a été touché, mais moins pire, moins fortement. Okay. On sait que les gens, ils ont besoin de nous pour aller aux soins de santé. On facilite l'accès aux soins de santé à Québec, dans les CHSLD, les CLD. Puis en plus, on a été mandaté par le CIUS pour faire les transports pour les vaccinations. Alors, on a fait, on a été touchés aussi, mais beaucoup moins fortement qu'en transport collectif. Les gens ont besoin de nous, beaucoup n'ont pas de voiture, ou s'il y en avait, ils ne pouvaient plus la conduire. Donc, ça a eu une baisse, mais beaucoup moins d'importance que le transport collectif. Oui. Là, actuellement, vous avez 2 autobus? 2 autobus en transport collectif, 2 autobus en transport adapté. Okay, ouais. Puis on avait jusqu'à il y a un mois 2 taxis adaptés aussi qui travaillaient presque... Vous aviez? Bien, il y en a un qui a terminé ses services le 31 mars. Donc, quand même, OK. Ouais. Il y a un vide là-dessus, là. La nouvelle réglementation du gouvernement sur la loi sur le taxi a donné un sérieux coup de balai dans les services de taxi dans la MRC de Portneuf. Beaucoup ont... Dans quelle mesure, on veut dire? C'est que ça s'est resserré. Il a fallu que les gens optimisent leurs services. Ils devaient rendre leurs services intelligents, c'est-à-dire avec des tablettes. Il y avait des formations, il fallait qu'ils suivent. Il y en a plusieurs compagnies qui se faisaient longtemps qu'ils faisaient du taxi, en ont profité pour dire « je m'en vais à la retraite ». Okay. Ils ont cessé les opérations. Ouais. On a perdu beaucoup dans ce service-là en transport. C'est pas nous là, qui le gérons, mais c'est des entreprises souvent autonomes avec un seul propriétaire. Mais ces gens-là, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le service, se sont un peu épuisés avec toutes les mesures COVID aussi, là, les plexiglas. Il y en a beaucoup qui sont partis et qui ont lancé la serviette. Qu'est-ce que vous faites à partir de là, justement? Bien, nous autres, on a avisé les autorités qu'il y a une découverture en service de taxi. Et puis ça, c'est pas bien. Aussitôt qu'on a une perte dans la MRC, c'est pas bien. Là. Une perte de service, c'est les gens qui payent pour la mobilité. Exact. Mais on peut rien y faire, à moins qu'on parte nous-mêmes une compagnie de taxi, mais c'est pas la mission de la Corporation de transport. Là. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a de la place pour les compagnies de taxi. Le message est lancé, on sait jamais. Il y a de la place pour ça, oui. Ça prend comme un permis spécial. Oui, il y a une réglementation qui encadre pour assurer la sécurité des gens qui utilisent le service. Mais est-ce qu'ailleurs aussi, ça subit aussi? Les régions, il y a une découverture de services de transport par taxi, oui. Oui, puis Uber ne prend pas la place. En ville, Uber vient prendre les trous laissés par les abandons, mais en région, le service Uber n'est pas encore présent. Donc, ça remplit pas les besoins. La nuit, le soir, si on a besoin d'un taxi, dans n'importe quelle occasion, là, on peut avoir besoin d'un taxi et une découverture. Mais ceux qui nous restent sont bons, là, mais ils vont s'essouffler. Oui, c'est sûr. Votre plateforme covoiturage fonctionne bien aussi? Est-ce que c'est... Le covoiturage a mangé. A mangé aussi, inévitablement. Il a mangé un bon coup, là. Mais ça aussi, on va en profiter de 2022, 2023, là, une plateforme, on essaie de le mettre sur cellulaire, donc une application intelligente pour optimiser les services, puis on va rendre ça beaucoup plus convivial, beaucoup plus facilitant, là, mais ça va prendre un téléphone intelligent pour le s'en servir, effectivement. C'est ça, hein, on s'en va tout vers ça. Les plateformes informatisées, c'est lourd, c'est gros, tandis que c'est sûr. Toutes les applications de téléphone intelligent. Quand ça marche, ça va bien. Ouais. C'est quand ça lâche qu'on a des problèmes. C'est ça, mais puis après 6 ans, c'est rendu un vieillard, une plateforme informatique. Après 6 ans, c'est rendu, c'est trop vieux. Ouais. C'est ça. Tandis qu'une application, ça se met à jour régulier. C'est plus facile un peu. On s'en va vers ça. Ouais. Est-ce que des changements au niveau du conseil d'administration suite à l'Assemblée générale? Non, ça a bien été. Tout le monde veut rester avec nous, malgré les coups durs, etc. Ça n'a pas été trop difficile. Le président, M. Yvan Barrette, très bon, il est tout fidèle au poste, oui. Le même trésorier, même vice-présidente. Il y a eu un départ, mais c'était Guylaine Bédard qui était là plus longtemps, mais elle a été envoyée dans un autre conseil d'administration parce qu'elle avait une autre mission par ses patrons, là, mais sérieux, non, ça va très bien. Je suis contente. Oui, tant mieux. Nous sommes déjà le 21 avril. Qu'est-ce qui se mijote là, pour les prochaines semaines? Là? Dans les prochaines semaines, on s'en va. En tout cas, si tout va bien, on devrait lancer une campagne pour essayer de redorer le transport collectif. On va suivre
le vent dans la province. La province essaie de lancer les gens vers le transport collectif, leur redonner confiance d'utiliser le transport collectif, pas dans la CTRP, mais le transport collectif dans son sens large. On en va, le mois prochain, on a une campagne 50 pour les laisser passer. Donc, on va à Québec un mois de temps pour 58 $. Aller-retour. Aller-retour, pour le mois au complet. Et les étudiants, ça va être pour 29 $. Avec la hausse de l'essence. On y va pour le mois de mai. On y va avec ça. Ouais. Suivant ça, il y a une nouvelle plateforme de paiement électronique, donc la billettique sur cellulaire intelligent qui s'en vient, qui va être lancée aussi cette année. Le plan de mobilité intégré qui va aller avec la vision qu'on veut se donner aussi avec le vélo, le transport actif, tous les moyens de transport de Portneuf, là. Qu'on va essayer de donner une vision là-dessus. Ça va être... Puis de reprendre notre envol puis d'aller rechercher tout ce qu'on avait perdu en achalandage à bord des autobus. Est-ce que les tarifs vont changer un peu ou... Trop tôt pour le dire. Trop tôt, OK. Trop tôt. Là, on est à évaluer l'impact du hausse de carburant. On ne le sait pas encore. Bien, c'est ça, là. Puis en même temps, ben, on veut redorer puis on veut redonner le goût aux gens de prendre le transport. Si nous, on fait une hausse de prix qui lui fait peur, c'est pas très populaire, hein, une hausse de prix, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas. On va voir le coût de l'essence, quel est l'impact qu'il va avoir sur nos services, puis on verra après. Ouais. Est-ce que vous surveillez de près ce qui se passe à Québec au niveau du projet tramway puis tout ça? Comment on réagit justement ici dans Portneuf? C'est sûr. Nous autres, c'est sûr qu'on va s'arrimer avec le service qui va arriver à Legendre. On va rentrer dans le centre-ville. Si ça fonctionne comme ils nous le montrent sur des choses, on va rentrer dans le centre-ville à une vitesse fulgurante. Oui. Vous êtes d'accord avec le tramway? C'est un beau projet qui peut aider les gens de Portneuf? Oui. Améliorer? Okay. Bien, ça va améliorer. C'est sûr qu'il va falloir s'adapter, puis il va falloir faire un transit. Il va falloir débarquer de l'autobus puis embarquer dans le tramway. Ouais. Mais le tramway va ouvrir la porte sur des destinations qu'il faudrait qu'on dispose de plusieurs autobus pour donner. Puis le tramway est le projet de notre ville voisine. C'est ça. Qui, elle, c'est son projet. Ouais. Alors, on ne peut pas être contre. On gagne tous à être annexer à ce projet-là, à être intégré. C'est ça qu'on va veiller. On va veiller à ce qu'on ne nous oublie pas puis qu'on nous permette d'embarquer à bord de ce nouveau service-là. Puis s'il y a des zones qui ne sont pas desservies pour nos clients, bon, on va demander permission pour aller les desservir avec nos autobus. Mais c'est sûr que pour nous, aller à Legendre, revenir, c'est beaucoup moins long que d'aller revirer à la capitale. Moins dispendieux aussi, plus rapide. Donc, ça rouvre d'autres portes. Là. Ça rouvre beaucoup d'autres portes. OK. Parlons maintenant des discussions que vous avez avec la MRC, justement, de Portneuf, au niveau de la mobilité en général dans Portneuf. Les démarches sont quand même entreprises depuis l'an passé, à peu près? Est-ce que... Pour le plan de mobilité, pour bâtir un plan de mobilité durable, ça a commencé l'été passé. L'été passé. Ouais. Et où vous en êtes, justement? Là, on a dressé le portrait de ce qui se fait dans la région. Donc, le portrait des services de transport dans la région est fait. On a toutes sorti les informations. Il y avait beaucoup de tables l'année passée qui se faisaient, les gens discutaient. On était chercher les discussions, les enjeux pour les aînés, les enjeux pour la jeunesse, puis où ce qui avait parlé de transport. On a tout documenté. On a fait beaucoup de documentation. Là, on est en train de mettre sur place. La firme, elle est engagée, elle va commencer ses travaux pour la consultation citoyenne, la consultation des organismes. À la fin de l'été, on va faire la mise à jour de notre... on avait fait l'enquête origine-destination en 2018. Là, on va faire une mise à jour parce que ça a changé. Bien, c'est sûr. Ça a sérieusement changé. Tous les fonctionnaires qui habitaient dans Portneuf, ils ne voyagent plus soir-matin. Exactement. Les étudiants, des étudiants qui font leur université à la maison. Et il faut remettre ça à jour. La beauté de la chose, c'est que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'en 2018. On se branche aux données cellulaires, puis on va être capable de... Bon, c'est pas nous. On va acheter des données qui vont nous donner des informations des gens qui transportent. Ça va se faire assez rapidement, mais on va faire le nouveau portrait. On va le mettre à jour, le nouveau portrait des déplacements des Portneuvois. Probablement le portrait d'août ou celui de mai-juin. On va voir lesquels on va acheter, lesquels qui vont être plus probantes. Là. Ça va dépendre des nouvelles du gouvernement, comment on voit ça. Parce qu'il faut que ça ressemble le plus possible aux 5 prochaines années. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. Le faire aujourd'hui ne serait pas bon. Ouais. Il faut y aller dans le mois où ça risque de ressembler le plus, puis on peut l'ajuster en mettant une hausse là, qui est probable. OK. Et ça peut être adopté quand, ça? Ça En 23?
De quoi? En 2023? Le plan? Oui. Le plan, oui. Cet automne, on va rechercher, on va lancer probablement l'appel d'offres pour aller chercher la firme spécialisée là, pour nous aider. C'est pas Maryse là, qui va faire le plan sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non, ça va être une firme spécialisée qui va venir nous aider là-dedans. Là, on les documente. On fait toute la documentation, toute la recherche. Puis ça va être un travail en collaboration. Là. La firme ne part pas avec ça à Montréal, faire ça toute seule. C'est un travail en collaboration. Puis après ça, on va chercher le financement, puis on va faire la mise en œuvre de tout ça. Oui, c'est un beau défi quand même, à revoir tout ça. Ben, c'est ça, ça prend des projets, ça stimule hein, quelque part. Bon, alors peut-être les gens qui veulent utiliser le transport collectif, c'est actif. C'est très aujourd'hui, actif. Hein, alors à ce moment-là, on peut aller sur votre site web. On va sur notre site Internet. Du lundi au vendredi, on peut aller à Québec. Les navettards, ils sont revenus en fonction. Nouveauté, les autobus sont disponibles pour les organismes de la région quand ils ne sont pas sur la route. C'est-à-dire, vous avez un beau projet, le fils, mettons, vous êtes l'organisateur du Noël d'antan. Bien, ça, je le sais que le maire est au courant, mais exemple, le blues, le Festival du blues, vous voulez faire des navettes qui vont venir au Festival du blues, on peut être là pour vous aider si c'est pas dans les heures de nos navettes, si c'est la fin de semaine, si c'est le samedi, si c'est le soir. Les beaux projets, on peut aider des organisations. C'est un bon service, ouais. Effectivement. Alors, Maryse Perron, directrice générale de la Corporation de transport régional de Port-Neuf, merci de cet entretien. Michel, et bonne saison. Beaucoup. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Sylvie Germain. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Les relayeurs de la table de concertation des aînés de Port-Neuf lancent une campagne de sensibilisation auprès de la clientèle aînée pour les encourager à produire leur déclaration de revenus avant le 30 avril. Chaque année, un grand nombre de prestataires recevant le supplément de revenu garanti voient leurs prestations interrompre en juillet pour ne pas avoir produit leur déclaration de revenus à temps. La déclaration de revenus peut se faire par voie électronique auprès de l'Agence du revenu du Canada ou un formulaire disponible sur le site Internet de Services Canada. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, l'Association canadienne des télévisions communautaires Cactus et la télévision de l'Université Concordia ont formé une coalition pour mieux définir les médias communautaires dans le nouveau projet de loi C11 sur la radiodiffusion. Le milieu des médias communautaires demande une définition et une description plus claire de l'élément communautaire, à l'élaboration de clauses aussi pour clarifier le rôle complémentaire des médias communautaires par rapport aux médias publics et privés. Une campagne de sensibilisation publique est en cours, intitulée « Reconstruire les médias communautaires » et une pétition est en ligne pour faire pression en faveur d'un accord équitable pour la production communautaire. Cette pétition vise à donner au CRTC un mandat clair à cet effet. Après 2 ans d'inactivité, l'Assemblée nationale du Québec a accueilli hier à l'Hôtel du Parlement jusqu'à demain, vendredi, la 19e législature du Parlement des jeunes, présidée par la vice-présidente Chantal Soucy. Le Parlement des jeunes compte 75 étudiants et étudiantes de 3e et 4e secondaire qui vivent le rôle d'élus parlementaires ou de journalistes durant ces 3 jours. Les jeunes siègent en séance plénière à l'Assemblée nationale ainsi qu'en commission parlementaire.
primaire. Des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec prennent part au travail parlementaire et 3 projets de loi sont étudiés. L'encadrement des congés pour douleurs menstruelles, l'instauration d'un programme sur les cultures autochtones dans les écoles primaires et l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire. Une motion visant la mise en place d'un cours obligatoire de conscientisation à l'environnement pour les élèves de 6e année du primaire sera également soumise en Chambre. Rappelons que la Fondation Jean-Charles Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes. La table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf accueillera cette année la conférence À vos frigos, organisée par le Jour de la Terre, le mardi 26 avril à 19h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. À Saint-Raymond, en fait, une experte à la lutte au gaspillage alimentaire animera 1 heure de discussion autour des trucs et astuces anti-gaspille à la maison et aussi dans ses recettes. Le programme À vos frigos, soutenu par le Fonds Éco-IGA, offre ces conférences gratuites pour lutter contre le gaspillage alimentaire par des conseils simples et pratiques, que ce soit au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et comment va justement la démarche dans Portneuf? On reçoit la chargée de projet en sécurité alimentaire, Sylvie Germain. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, merci de l'invitation. Bien, merci d'être avec nous en studio. Sylvie, comment va la saison justement au niveau de la sécurité alimentaire? Est-ce que vos projets vont bien actuellement? Oui, beaucoup de projets avancent très bien, beaucoup d'initiatives qui vont revenir cet été et les collaborations avec les différents services d'aide alimentaire, le milieu agroalimentaire vont bon train. Alors, la démarche est en train de, tranquillement, pas vite, desservir les citoyens de l'entièreté, de l'ensemble de la MRC de Portneuf pour s'assurer qu'ils mangent à leur faim. Oui, parce que ça fait quand même ça fait quoi, 4-5 ans? Oui, la table de concertation a été créée en juin 2018 et en 2023, on va fêter notre 5e anniversaire et on est en train de travailler sur une programmation là, pour célébrer cet événement. Il faut dire que Portneuf ont été avant-gardistes un peu à ce niveau, je pense. Hein? Oui, grâce aux belles collaborations qu'on a su développer, il y a beaucoup de nos initiatives, dont l'initiative de glanage, qui fait l'envie de plusieurs régions de Québec. Et je reçois là, régulièrement des appels de différentes initiatives qui désirent implanter soit des initiatives de glanage, des frigos solidaires et autres projets qu'on a développés dans Portneuf. OK. Parlons maintenant du gaspillage alimentaire, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les épiceries, même chez soi. Ça devient un mode de vie de plus en plus fréquent chez les familles, de plus en plus. Voyez-vous ça? Oui, beaucoup, surtout depuis la crise sanitaire et encore plus maintenant avec le prix des aliments qui n'arrête pas de grandir. Alors, les gens sont beaucoup plus conscientisés à l'effet de réduire le gaspillage alimentaire, d'améliorer la conservation des aliments. Alors, c'est un phénomène, je crois, qui est ici pour rester. Au niveau des entreprises, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on est capable de plus en plus de gérer justement ces surplus-là ou ce gaspillage-là, autant au niveau des épiciers que des restaurateurs? Oui, bien, il y a différents programmes qu'on a instaurés, notamment le programme de récupération en supermarché qui a été installé en partenariat avec la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc, Moisson Québec et le métro de Saint-Marc. Alors, c'est un projet pilote qui a commencé en mars 2021 et en un an, on a récupéré pour 8000 kilos de denrées qui équivaut à environ 61 000 là, en aliments. Alors, avant l'introduction du programme de récupération en supermarché dans l'Ouest, toutes ces denrées-là étaient jetées dans les dépotoirs. Alors, c'est une belle façon de réduire le gaspillage alimentaire et ces denrées-là se retrouvent soit dans nos 5 frigos solidaires ou sont redistribués dans les différents services d'aide alimentaire et également, il y a notre plateau de travail en transformation alimentaire qui utilise une
partie de ces denrées-là pour préparer des plats qui sont transformés par des jeunes en réinsertion socio-professionnelle et redonnés aux personnes en situation vulnérable de Portneuf. Est-ce que ça nécessite un gros travail d'adaptation pour l'épicier? Il y a une formation qui est donnée par Moisson Québec aux épiciers, mais vraiment, tout le métro Saint-Marc, les employés à la direction ont vraiment collaboré dès le début. Ça leur fait plaisir que les denrées qui sont récupérées aillent aux personnes qui en ont besoin au lieu de se retrouver dans les poubelles. Et on a réussi à installer là, une routine avec ma collègue Valérie Paquette, qui était intervenante communautaire en réduction du gaspillage alimentaire. Alors, elle se présente au métro Saint-Marc tous les lundis et jeudis pour récupérer les denrées qui sont... Et ensuite, il y a des bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc qui font le tri. Et ensuite, Valérie repart là, avec les denrées pour récupérer, pour faire la distribution là, dans les frigos et auprès des différents services d'aide alimentaire. Est-ce que d'autres épiciers pourraient emboîter le pas? Oui, on est en train là, de développer d'autres partenariats dans notamment le secteur nord et le secteur centre. Alors, il y a présentement des initiatives qui sont faites par des ressources d'aide alimentaire de proximité, là, qui a des collaborations avec des épiciers à plus petite échelle, mais on voudrait là, prendre ces initiatives-là et les développer là, dans un programme de récupération en supermarché là, plus formel avec Moisson Québec, mais c'est sûr qu'il faut trouver là, les ressources financières et humaines là, pour pouvoir développer ces projets-là. Cuisine collective, ça va bien aussi. On en a eu à côté, ici à Saint-Raymond. Oui, c'est d'autres aussi. En effet, le plateau de travail en transformation alimentaire Mijote ta vie, qui est offert en collaboration avec Carrefour Jeunesse Emploi. Ils en sont à leur 5e cohorte et depuis la création du plateau de travail en novembre 2019, c'est 14 000 collations et mets transformés là, qui ont été préparés par des jeunes en réinsertion socio-professionnelle qui, en même temps, là, obtiennent là, un diplôme, une formation d'être cuisinier qui leur sera très utile là, à eux et également aux entreprises de Portneuf parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la restauration comme dans bien d'autres domaines. Bien Donc, c'est important de former des jeunes dans ce domaine-là. Oui. Les frigos, là, il y en a combien, là? 7? Oui, non, il y a 5 frigos solidaires qui sont opérés par la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf et 2 frigos communautaires là, qui se trouvent à Donnacona et ici à Saint-Raymond, là, près du bureau du député Vincent Caron. OK. Est-ce qu'on en prévoit d'autres aussi? Parce qu'il n'y a pas le centre femmes, il n'y a pas le... Oui, c'est ça. L'initiative de Frigo solidaire là, est développée en partenariat avec le Centre femmes de Portneuf et différents organismes communautaires qui ont accepté d'accueillir les frigos solidaires. Donc, présentement, on en a 5 et on voudrait en installer 4 autres dans différentes localités de Portneuf d'ici pour l'été 2022. Ah, OK, quand même assez à court terme. Là. Oui, exactement. Là, on est en train de peaufiner les derniers détails. On devrait faire l'annonce des localités qui ont été retenues là, bientôt. OK. Parlons maintenant de l'activité à vos frigos la semaine prochaine, justement. C'est un atelier, en fait, qui permet... Ça, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Parlez-nous un peu de cette activité. Oui, bien, on est très fiers là, de s'associer au Jour de la Terre là, pour présenter dans Portneuf un atelier à vos frigos donc, c'est Mme Elisabeth Paradis qui est experte en réduction du gaspillage alimentaire qui va venir nous donner là, différents trucs pour faire des recettes tout ski avec tout ce qu'on a dans notre frigo ou dans notre garde-manger. Également, là, va nous donner différents trucs là, pour prolonger la vie des aliments, que ce soit les fruits ou légumes ou les viandes. Et vraiment nous donner des petits trucs là, pour réduire le gaspillage alimentaire parce que c'est quand même là, une perte importante là, de
qui se retrouvent dans chaque foyer. Alors, chaque année, c'est 40 des denrées achetées qui se retrouvent par un foyer canadien qui se retrouve dans la poubelle. Alors, 40 Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même important. Alors, on sait qu'avec le coût des aliments qui cesse d'augmenter, mais c'est une belle façon d'économiser là, sur la facture d'épicerie quand on ne jette pas ce qu'on a acheté. Oui. Alors, cette activité se tient donc, c'est mardi, c'est ça? Oui, mardi, le 26 avril à 19h. Et j'ai déjà assisté à 2 ateliers à vos frigos dans le passé. C'est vraiment très intéressant et c'est souvent, il y a des nouveaux trucs qu'on n'avait pas pensé là, qui peuvent nous aider justement à conserver nos aliments. Ça, c'est au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Oui, c'est bien cela. Et peut-être en terminant, est-ce que, croyez-vous que vous offrez, en fait, que vous répondez aux besoins de pas mal les gens qui sont dans le besoin là, alimentaire dans Portneuf? Est-ce qu'on répond... Bien, il y a encore... on a fait beaucoup de chemin depuis la création de la table en 2018, mais il reste encore là, beaucoup de clientèle qui sont exclues socialement ou dont leurs besoins ne sont pas nécessairement bien répondus. Alors, on a encore là, des projets là, à développer là, pour mieux rejoindre là, les différents besoins là, des citoyens de Portneuf. On a des collaborations avec des organismes communautaires, avec des ressources d'aide alimentaire. Donc, c'est ça. On peut encore faire mieux, mais on a quand même beaucoup de soutien là, des différents milieux. Alors, et des initiatives comme le frigo solidaire ou le glanage est ouvert à tout le monde. Donc, pas seulement les personnes à faible revenu. Donc, on encourage les gens soit aller chercher, aller au frigo solidaire le plus près pour aller soit chercher des denrées ou même en donner. Il y a beaucoup de gens qui sont très généreux et qui commencent à aller mettre des aliments là, dans les frigos. Puis, l'initiative de glanage et sortie de glanage, c'est vraiment une belle activité qui est ouverte à tous. Ça nous permet de rencontrer des producteurs de la région. Le glanage, c'est la récolte, en fait. Oui, c'est ça, c'est le glanage, c'est le surplus, c'est la récolte de surplus agricole directement dans les champs. Alors, jusqu'à présent, là, c'est une dizaine de producteurs agricoles qui nous ont reçus là, au cours des deux dernières années. Et les personnes, les citoyens qui viennent cueillir avec nous repartent avec un tiers des denrées récoltées. Avec un tiers, OK. Oui, c'est ça. Et il y a un tiers là, qui est remis aux différentes ressources d'aide alimentaire de la région. Et l'autre tiers est gardé par le producteur agricole ou parfois même, là, il va offrir là, sa partie de la récolte à des ressources d'aide de proximité, c'est ça. Est-ce que vous gérez des jardins communautaires aussi? Non. On a les jardins de solidarité qui, on a en collaboration avec des producteurs maraîchers de l'Ouest, on a un hectare de terre agricole et 75% des fruits et légumes récoltés sur cet hectare-là sont redistribués aux ressources d'aide alimentaire. Mais il y a beaucoup de forêts nourricières, de jardins communautaires là, qui sont en train de pousser. C'est des initiatives citoyennes souvent ou des projets des municipalités. Mais on les soutient, là, c'est ça, de différentes manières, mais on est plus un rôle là, de collaborateur et de soutien. Alors, beaucoup de projets en vue pour 2022. Alors, on vous souhaite une bonne chance à travers tout ça. Alors, Sylvie Germain, chargée de projet en sécurité alimentaire dans Portneuf. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et on parle du lancement du défi Tête rasée dans Portneuf. Se recroise ici, là, mon amour, je t'en prie, prends
bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là. Mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. La Coalition pour la dignité des aînés souhaite que les États généraux prévus le 3 mai à Québec répondent à l'urgent besoin de solidifier les ponts entre tous les intervenants concernés par les aînés. Les travaux de la journée culmineront par l'élaboration d'une déclaration commune. Les États généraux visent à répondre à l'important défi démographique auquel le Québec est confronté. La Coalition s'active depuis maintenant 2 ans à mettre de l'avant les meilleurs moyens de vieillir sereinement. Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement de 6 associations nationales de personnes aînées représentant plus de 150 000 aînés. Hydro-Québec a mis la table pour devenir copropriétaire de ses premiers parcs éoliens. La société d'État a annoncé avoir signé une entente avec Énergir et Boralex pour l'élaboration de 3 projets dans la région de Charlevoix, mais qui peut avoir aussi répercussions dans la Jacques-Cartier. Le partenariat prévoit une participation égale des 3 sociétés dans une nouvelle expansion de l'éolien sur le territoire de la seigneurie de Beaupré. Ont confirmé conjointement Hydro-Québec, Boralex et Énergir cette semaine. Les coûts de construction et les profits seront ainsi partagés à parts égales. Il s'agit des projets éoliens portant le nom des Neiges, dont le déploiement est prévu dans 3 secteurs distincts dans la MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et potentiellement de la Jacques-Cartier. Chacun des secteurs comprendra environ 60 à 80 éoliennes et une puissance de 400 mégawatts pour un total d'environ 1200 mégawatts. La Fédération québécoise des municipalités et les MRC de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré et de la Jacques-Cartier jugent inacceptable que cette entente annoncée entre Hydro-Québec, Énergir et Boralex pour le développement des 3 projets de parcs éoliens ne tienne pas compte de la participation des communautés dans ces projets. Selon eux, cette entente ne respecte pas les orientations du gouvernement et les décisions de la Régie de l'énergie qui valorise une participation égalitaire des communautés dans les projets et demande au gouvernement de ramener la société d'État à l'ordre. D'un autre côté, la Fédération québécoise des municipalités voit d'un bon œil le plan québécois du transport aérien régional présenté cette semaine par le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. La Fédération souligne notamment l'impact positif du retrait du plafond pour le programme de réduction des tarifs aériens et l'objectif d'assurer des allers-retours sur l'ensemble du territoire québécois pour un montant maximum de 500 $. La FQM est heureuse que M. Bonnardel se soit inspiré de ces recommandations pour assurer la pérennité d'une industrie qui a une importance capitale pour la vitalité économique des communautés. L'organisme Leucan a lancé cette semaine le 11e défi tête rasée dans la région de Portneuf. Les donateurs de la région ont amassé plus de 726 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles depuis les débuts. Cette 11e édition se tient sous la présidence d'honneur de Steve Chamberlain de Soco Solutions et Myriane Moras, chef d'équipe boutique à la fromagerie Alexis de Portneuf. Écoutons les raisons qui les motivent à s'impliquer dans l'organisation. La pandémie a été difficile pour tous. On a vécu la solitude, des hauts, des bas. Il y en a qui ont perdu de la famille, des amis. On est isolés. On a changé nos habitudes de vie. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que le cancer a été présent chez les enfants. Puis moi, ce qui me touche le plus, c'est le mot « enfant ». C'est pour ça que je me suis associé à cette cause-là. On est très sollicité dans plein de choses. Je suis papa de 2 beaux garçons. Un petit garçon de 7 ans, un petit garçon de 5 ans. Ils courent, ils s'amusent, ils pètent, ils rient, ils chicanent. Ils font tout ça, ils font tout ce que les enfants devraient être capables de faire à temps plein à leur âge. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Quand j'ai su que, c'est ça, Jeanne et sa famille
était une des familles d'honneur de cette année. J'ai eu encore plus le goût de m'impliquer quand Laurie m'a dit ça. Ça m'a vraiment touchée, fait que j'ai décidé de faire ma part concrètement. Puis aussi, tu sais, avec les... Je veux pas être seule non plus dans la fromagerie Alexis Portneuf qui embarque. J'ai créé un groupe, à date, là, j'ai comme presque 100 personnes d'embarquer dans mon groupe, mais on est au-dessus de 250 employés, fait que je veux aller toucher chaque personne au cœur. La population est invitée à mettre sa tête à prix et à relever le défi le 19 juin prochain au Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Et une autre activité bénéfice est prévue à la Vallée-Bras-du-Nord en juin prochain. 5 microbrasseries dans Portneuf emboîtent le pas et des profits de vente de bière seront versés à Leucan. Rappelons que les profits de cette campagne de financement est destinée à la recherche clinique, comme nous le dit Laurie Gingras, chargée de projet pour Leucan. La recherche clinique, c'est pas la recherche fondamentale où on va essayer de guérir le cancer. La recherche clinique, c'est vraiment une recherche qui est appliquée où on essaie de trouver le bon médicament pour le bon type de cancer. Exemple, il y a un traitement pour la leucémie qui est disponible à Boston. Alors, ce traitement-là, on défraie dans le fond les coûts pour y avoir accès pour les enfants du Québec. Donc, tous les enfants qui ont besoin de ce traitement-là au Québec. C'est ce qui fait que le taux de survie, depuis plus de 20 ans, a passé de 15 à plus de 82 %. Devant la diffusion la semaine dernière du documentaire Alerte Amber, portant sur 2 alertes qui ont marqué le Québec, dont la mort de Nora Romy et Martin Carpentier dans l'Aubinière au mois de juillet 2020, la Sûreté du Québec réitère sa volonté d'améliorer continuellement ses pratiques et de travailler de concert avec ses multiples partenaires dans l'intérêt de la population. Dans la foulée des recommandations contenues dans le rapport de la coroner Sophie Régnière, des mesures ont été mises en place par la Sûreté du Québec dans le but d'améliorer le fonctionnement des dossiers de disparition d'enfants à l'avenir. Parmi les affaires policières dans le territoire du centre de Pont-Rouge, qui comprend Portneuf, Jacques-Cartier et Lobinière, une conductrice de 26 ans et résidente de Brampton, en Ontario, a été captée filée à 190 km/h sur l'autoroute 20 Est dans Lobinière le vendredi 15 avril dernier. Elle a reçu un constat d'infraction au montant de 1 696 $ et 18 points d'inaptitude. 5 arrestations pour conduite avec faculté affaiblie par l'alcool ou la drogue ont eu lieu entre le 11 et le 17 avril sur le territoire desservi par le centre de Pont-Rouge. 4 hommes et une femme âgés de 19 à 38 ans ont été arrêtés sur l'autoroute 40 dans les municipalités de Pont-Rouge, Neuville, Sainte-Croix de Lobinière et Lac-Beauport. À Neuville, le 15 avril dernier, les policiers sont intervenus dans une bretelle de l'autoroute 40 près du kilomètre 281 à Neuville. Un véhicule avait subi un tonneau. Heureusement, aucun des 3 occupants n'a subi de blessures graves, mais le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule a été remisé. La division des enquêtes de la MRC de Chaudière-Appalaches ont procédé le jeudi 14 avril dernier à l'arrestation de 5 suspects relativement à des fraudes commises dans diverses quincailleries. Entre le 20 août et le 14 décembre 2020, une série de fraudes a touché les régions de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, du centre du Québec, de l'Estrie et de la Montérégie. Les fraudeurs téléphonaient dans une quincaillerie locale en affirmant être des entrepreneurs de l'extérieur de la région désirant acheter de nouveaux outils pour des travaux en cours dans le secteur. La transaction se conclut par téléphone à partir d'une carte de crédit volée ou fraudée et ce n'est que plus tard que le larcin est constaté. 4 d'entre eux ont été libérés avec promesse de comparaître et un a comparu le 14 avril par visioconférence sous les chefs d'accusation de fraude, de vol et de trafic de biens criminellement obtenus. Il a été libéré sous condition. L'Association du Bloc québécois de Portneuf-Jacques-Cartier tiendra son assemblée générale annuelle ce dimanche matin, 24 avril, au complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures, sur la route de Fossambeau. Le député de Pertier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, Yves Perron, sera l'orateur invité à l'assemblée générale qui débutera à 10 heures. Tous les postes du comité exécutif seront renouvelés. Normand Beauregard agit actuellement comme président et porte-parole de l'Association du Bloc québécois de Portneuf-Jacques-Cartier.
Pour sa 8e édition, le marché public de Saint-Raymond aura lieu tous les jeudis du 30 juin au 8 septembre de 16h à 19h sur le parvis de l'église. La période d'inscription est ouverte jusqu'au 31 mai pour les producteurs et les transformateurs agroalimentaires. La 38e clinique juridique téléphonique du jeune barreau de Montréal se tiendra ces samedis et dimanches 23 et 24 avril de 9h à 16h. Les citoyens pourront recevoir des conseils juridiques gratuits par des avocats et des notaires bénévoles. Ce service sans frais s'adresse à toute la population québécoise. La ville de Saint-Raymond organise 2 événements le dimanche après-midi 1er mai prochain qui visent à amasser des fonds pour les réfugiés ukrainiens, dont le lancement de l'exposition de l'artiste d'origine polonaise Stanislas Stronikowski et une entrevue en direct avec le maire de la ville de Chalmon en Pologne. Charles Laviolette a rencontré le peintre. Écoutons sa capsule. L'exposition que je présente, c'est, pour ne pas oublier, c'est une exposition en rappel dû aux événements qui se passent actuellement en Ukraine. Ce que l'armée russe communiste est en train de faire à l'Ukraine, la même chose est arrivée, ou sensiblement les mêmes choses sont arrivées en Pologne à partir de 1939 jusqu'en 1989, par contre. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette exposition-là, j'ai fait ces tableaux-là. C'était d'abord et avant tout pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, mais c'est aujourd'hui en rappel pour souligner ce qui se passe actuellement en Ukraine et de souligner toute la détresse humaine que ça provoque. Et cette exposition, naturellement, est accompagnée d'une levée de fonds, OK? Une levée de fonds pour venir en aide aux citoyens ukrainiens qui ont dû quitter, qui ont dû fuir leur pays et se réfugier dans d'autres pays d'Europe. La Pologne, actuellement, accueille 2,5 millions d'Ukrainiens qui se sont réfugiés. Donc, ces gens-là, c'est évident, ils ont besoin d'aide. Pour la plupart, ce sont des femmes et des enfants qui ont quitté leur maison. Donc, ils arrivent avec une valise et puis très peu de biens avec eux. La raison pour laquelle j'ai fait cette œuvre-là, c'est elle représente le massacre de Katyn. Massacre de Katyn qui a été perpétré par les Soviétiques sous Staline, où 25 000 citoyens polonais, l'élite polonaise finalement, a été assassinée d'une balle dans la tête et ensuite ils ont été enterrés par des niveleuses et des épinettes ont été plantées par-dessus. Ils ont essayé de faire passer ce crime-là, de faire passer sur le dos des Allemands en laissant des traces, des balles allemandes au sol. OK? Quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites, finalement, ils ont vraiment découvert que c'était les Russes qui étaient responsables de ce massacre à Katyn, qui est un crime de guerre, et c'est un crime de guerre qui, à ce jour, n'a pas été puni. Ce tableau, c'est le traité d'Yalta qui a été signé au mois de février 1945 par Staline, Roosevelt et Churchill. OK? C'était supposé être le traité qui libérait la Pologne des envahisseurs. Malheureusement, la façon que le traité a été rédigé et la façon que Staline a traité la Pologne par la suite, ce fut un terrible désastre. En ce qui concerne l'Ukraine, l'Ukraine aussi a vécu la même chose. Et l'Ukraine a accédé à une liberté totale en 1991. OK? Et le parallèle qu'on peut faire, c'est que la Pologne a perdu 50 % de son territoire, tandis que l'Ukraine, à date,
avec les provinces du Donbass, de Luhansk, perdent actuellement à peu près 30 % de leur territoire. Donc, on peut dire que l'histoire se répète, que ce soit Staline ou que ce soit Poutine, c'est la même histoire. Pour ne rien oublier, on pensait que nous, les Occidentaux, on se souviendrait de tout ce qui est arrivé. On ferait peut-être un petit peu plus attention, mais c'est pas le cas. C'est l'histoire qui se répète, c'est encore la même chose qui se répète, c'est encore des gens qui souffrent. Donc, quoi retenir de tout ça? C'est que l'histoire se répète, malheureusement. C'est tout ce que je peux dire. Soulignons qu'un entretien par visioconférence avec le maire de la municipalité de Chelmno, Arthur Mekiewicz, qui parle très bien le français, a permis d'officialiser ce partenariat avec Saint-Raymond afin que les fonds recueillis puissent être remis directement aux réfugiés dans le besoin. L'exposition sera ouverte gratuitement au public du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h du 1er au 31 mai dans la verrière du centre multifonctionnel. La MRC de Portneuf a rendu public hier soir les projets qui ont été retenus pour recevoir une aide financière du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, nous énumère la liste des projets recommandés. Si nous adressons au niveau du volet local, nous parlons de la municipalité de Saint-Casimir pour un plan stratégique de développement, donc au montant de 40 000, montant recommandé 20 000 $. La ville de Donnacona pour l'escalier reliant le vieux Donnacona au parc de la Jacques-Cartier pour un montant recommandé de 15 000 $. La municipalité de Saint-Léonard de Portneuf concernant l'aire familiale et accessible à la plage d'Eau-Claire pour un montant de 14 212 $. La coopérative de solidarité en habitation des Marais concernant une habitation pour les aînés pour un montant d'aide de 15 000 $, et la ville de Neuville pour une bonification d'espace de jeu pour un montant de 15 000 $. Dans le volet événements touristiques maintenant, Société de développement des sports de plein air, Festival Nord 2022, montant recommandé 5 000 $. Festival du Pont-Rouge, le Red Bridge Fest 2022, montant recommandé 8 000 $. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville pour les fêtes gourmandes Desjardins, montant recommandé 10 000 $. Ville de Cap-Santé concernant son symposium riche en couleurs 20e anniversaire, montant recommandé 4 430 $. Et le club MX Deschambault concernant un championnat national pour un montant recommandé de 8 000 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, a présidé la première rencontre du Forum des élus de la capitale nationale à la fin du mois de mars d'une façon virtuelle. C'était la première rencontre depuis les dernières élections municipales. Ce sont les maires de Neuville et Cap-Santé, Bernard Gaudreault et Michel Blackburn, qui représentent la MRC de Portneuf à ce forum. Les membres présents ont exprimé leur volonté de mettre en place une troisième entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires sur les territoires de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Culture, capitale nationale et Chaudière-Appalaches entament une étude portant sur la situation des organismes travailleuses et travailleurs culturels à la sortie de la pandémie. Consciente des nombreuses préoccupations du milieu culturel et de ses membres, Culture, capitale nationale Chaudière-Appalaches entreprend une démarche de mobilisation par une série d'entrevues, de rencontres de réflexion et un sondage en ligne touchant l'ensemble du domaine culturel de nos régions. La date limite pour remplir le sondage est le jeudi 5 mai prochain. Et finalement, à Cap-Rouge, le samedi 7 mai prochain, se tiendra l'activité Sauvons la Terre à la maison Léon Provencher dans le cadre de la 17e édition de la Science pour tous, le 24 heures de science et plus. Plus de 300 activités de type science et techno se tiendront partout à travers le Québec dans le but de stimuler l'esprit scientifique et technologique de tout un chacun. L'activité s'adresse aux enfants de 6 ans à 8 ans et leurs familles, écologie, économie d'énergie, quiz, le triage des déchets et la fabrication d'un vire-vent sont autant de thèmes abordés. La thématique cette année s'articule autour de l'environnement, c'est ma nature. On aborde notre rôle en tant qu'individu dans notre environnement et notre relation avec la nature. La programmation complète de l'événement est disponible au www.science24heures.com.
Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images du glissement de terrain, justement, survenu à Saint-Alban jeudi dernier. Alors, bonne semaine.